David était mal à l'aise quand je l'ai trouvé au bar, mais il a souri et a dit « Ah, te voilà, mon pote. Et si on commandait un pichet ?» Assis dans une banquette, nous avons discuté quelques minutes des Rockies et de leur chance cette saison. Nous avons conclu que la 3e place était le mieux qu'ils pussent espérer. Nous avons parlé du dernier scandale politique. Le chef de cabinet du maire et le trésorier du diocèse catholique de Denver avaient eu recours au service de la même escorte. Au moins, l'histoire était originale. Et des derniers potins de bureau chez Rocky Mountain Press, où il était un collègue de ma femme Jennifer. Mais je savais que David avait quelque chose en tête, une raison pour laquelle il me demandait de le rencontrer pour une bière. Finalement, j'ai juste dit « Alors, David, de quoi voulais-tu me parler ?» Il y eut un court silence pendant lequel David parut plus nerveux que jamais. Il s'éclaircit la gorge et fit plusieurs faux départs. Puis il dit « Écoute, Mike, Jennifer a dit, enfin, elle m'a dit que... » J'ai juste attendu. Ses yeux étaient fixés sur mon visage et je n'avais aucune idée de ce qu'il allait dire. Jennifer a dit que je ne devais jamais en parler devant toi, que tu préférais que ça reste secret. Alors, pardonne-moi si je fais ça de travers. Tu sais, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. C'est juste, j'ai besoin d'être sûr que tu es vraiment d'accord. D'accord avec quoi, ai-je demandé, ne comprenant toujours pas de quoi il s'agissait. Il se lécha les lèvres, l'air malheureux. Tu sais, avec le jeu que toi et Jennifer jouaient ou elle, tu sais, elle. Il fit un geste incertain de la main et sa voix se brisa tandis qu'il me regardait, me suppliant de finir sa phrase d'une manière ou d'une autre. Je suis désolé, David. Je ne te comprends toujours pas, il y eut un long silence. David me fixa et je jure que je le vis pâlir. J'ai attendu de nouveau, lui faisant signe de continuer. Et finalement, à contre-cœur, il dit, Mike, tu ne sais pas pour Jennifer? Tu sais, s'amuser avec d'autres hommes. David avait rejoint Jennifer chez Rocky Mountain Press environ un an plus tôt, ayant quitté un poste moins important dans une maison d'édition new-yorkaise pour venir à Denver. Il avait environ 28 ans, environ 10 ans de moins que Jennifer et moi. David était un grand gaillard imposant, attirant à sa manière. Il était célibataire, mais ne semblait avoir aucun mal à trouver de la compagnie féminine. En fait, je l'avais vu à des soirées littéraires chez Rocky Mountain avec plusieurs femmes séduisantes. Bien sûr, il avait d'abord rencontré Jennifer parce qu'ils travaillaient ensemble, mais je l'avais vraiment apprécié après avoir découvert que nous avions un intérêt commun pour le baseball, ce qui ennuyait Jennifer à mourir. Nous étions allés à quelques matchs des Rockies l'été précédent et nous nous étions vraiment amusés. Nous nous entraînions aussi à la même salle de sport et de temps en temps, Jennifer et moi l'invitions à dîner. C'était un chic type et j'appréciais sa compagnie. Maintenant, cependant, je sentais mon visage s'empourprer de colère, et j'ai dit doucement, David, de quoi diable parles-tu? David recula de l'autre côté de la banquette. Il était plus grand que moi de 10 cm et plus lourd de 14 kg, mais il semblait absolument terrifié. Mike, je le jure devant Dieu. Elle m'a dit que c'était un jeu que vous jouiez. Je ne. C'est incroyable, mec. Il fit un mouvement pour se lever de la banquette, mais je posai ma main sur son épaule. Reste là, David. Je pris une grande inspiration et me forçai à garder la voix basse. Je vais me tenir à carreau. Je te le promets. Et je ne vais pas te frapper ni rien, mais tu ne peux pas juste partir d'ici. Tu dois me dire ce que Jennifer t'a dit, bon sang. Il hocha la tête et se rassit lourdement. D'accord, Mike. C'est juste, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que tu ne sois pas au courant. Je le fixais, mes pensées tourbillonnaient. Jennifer m'a dit que vous deux jouez à ce jeu, que vous êtes tous les deux excités à l'idée qu'elle s'amuse avec d'autres hommes et qu'elle rentre ensuite à la maison pour te le raconter. Et elle a dit qu'une partie du jeu était le secret absolu. Aucun des hommes avec qui elle était n'était censé en parler. Il était absolument hors de question que nous parlions d'être avec elle ou que tu saches quoi que ce soit à ce sujet. Selon elle, une partie du frisson pour vous deux était de faire semblant que c'était une liaison secrète. Elle m'a fait jurer de ne jamais t'en dire un mot, mais je n'y suis tout simplement pas parvenu, Mike. Ça me semblait tellement bizarre. Et je devais vérifier avec toi pour être sûr que tout allait vraiment bien. Il a dû se rendre compte à l'expression de mon visage que j'étais sidéré. Et il avait l'air encore plus misérable qu'avant. Finalement, j'ai demandé, alors, tu as eu une relation intime avec je. Ni fait? Lentement, à contre-cœur, il dit, oui,
nous étions ensemble 2 fois. Une fois il y a 2 week-ends, quand ta mère était malade et que tu passais la nuit à Boulder, et puis une autre fois mardi après-midi. Nous avons pris du temps libre au travail et sommes allés chez moi. Il y eut un long silence. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Choc, rage, tristesse, autoflagellation. Comment diable n'aurais-je pas pu être au courant de tout cela? Finalement, j'ai dit, et elle t'a convaincu que j'étais de la partie, que j'étais d'accord, que ça faisait partie du jeu qu'elle et moi jouions. Il hocha la tête, soulagé que mes mains ne soient pas autour de sa gorge. Ça semblait tordu, je l'avoue, mais elle était si convaincante. Elle a dit que vous jouiez comme ça depuis des années, et que tu aimais vraiment ça. Il fronça les sourcils. C'est en fait exactement ce qu'elle a dit. Nous sommes restés assis quelques minutes de plus. Finalement, j'ai dit, David, si ce n'est pas déjà évident, je ne savais rien de tout cela. Je pensais que j'étais marié à une femme aimante et merveilleuse, pas à une infidèle. Je dois y réfléchir. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Inutile de dire que ce fut un choc. J'ai ri amèrement. Puis, je me suis penché en avant et les fixé intensément. Fais 2 choses pour moi, d'accord? Premièrement, ne sois plus intime avec Jennifer. Bien sûr, Mike, jamais de la vie. David me fit un signe de tête vigoureux. Et deuxièmement, ne montre pas que tu m'as parlé. Si elle propose de te revoir, invente juste une excuse. Je dois trouver comment gérer ça, et j'ai besoin que tu la gardes complètement dans l'ignorance. David hocha la tête de nouveau. Tu as ma parole, Mike. Et écoute, je te jure, je n'aurais jamais touché Jennifer si je n'avais pas cru que tu le voulais aussi. Tu es mon ami, mec. Et je me sens comme un complet. Il me regarda les larmes aux yeux, et je ne savais pas quoi lui dire. Devais-je essayer de le réconforter, ou devais-je attraper quelque chose et le battre jusqu'à l'inconscience? Après le départ de David, je me suis ressaisi et j'ai appelé la maison. Heureusement, Jennifer n'était pas encore rentrée, et j'ai laissé un message plausible disant que j'étais en retard au travail. Qu'elle mange sans moi. Je savais que j'avais besoin de temps. Il m'était impossible de lui faire face tout de suite. J'ai tourné au coin de la rue jusqu'au restaurant et j'ai mangé un hamburger et une salade sans en goûter une bouchée. Pour ce que j'en savais, cela aurait pu être du carton et de l'herbe. J'étais, je suppose, un mari confiant typique, car je n'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. J'adorais simplement Jennifer et j'étais sûr qu'elle m'aimait. Nous étions mariés depuis 11 ans, sans enfants, avions une maison douillette près de Capitol Hill, 2 emplois que nous apprécions. Je travaillais au développement à l'université du Colorado Denver. Nous voyagions beaucoup, voyions des amis et de la famille, dont la plupart vivaient dans la région et apprécions généralement notre vie commune. La sœur de Jennifer vivait à Lakewood avec sa famille, et nous leur rendions visite occasionnellement pour les fêtes. Jennifer est une petite blonde aux courbes gracieuses. Elle est mignonne plutôt que jolie, mais sa silhouette a toujours attiré l'attention, et elle semble l'avoir toujours aimée. Elle a d'ailleurs flirté avec moi à la fête où nous nous sommes rencontrés. Et au fil des ans, je l'ai vue flirter avec des gars lors d'autres fêtes où nous étions allés, riant et plaisantant, dansant un peu trop près, ou même laissant quelqu'un la toucher. Et cela ne m'a jamais dérangé parce que je savais qu'elle m'aimait et qu'elle rentrerait à la maison avec moi. Quel idiot j'étais. J'imagine que notre vie intime était assez moyenne pour un couple comme nous. Nous étions ensemble peut-être quelques fois par semaine, plus quand nous étions en vacances, probablement presque tous les jours, et moins quand nous étions occupés au travail ou pendant les vacances lorsque nous rendions visite à la famille. C'était peut-être la routine, mais je dirais que c'était une routine satisfaisante. On pourrait penser qu'au moment où j'aurais fini de dîner, je serais prêt à rentrer à la maison et à mettre ma femme infidèle à la porte. Mais je n'étais pas encore prêt. C'était comme apprendre qu'un être cher était mort dans un accident. Mon esprit n'assimilait tout simplement pas la nouvelle. Je n'arrêtais pas de penser que tout cela devait être une sorte d'erreur. Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'entendre toute l'histoire de David, tout ce que Jennifer lui avait raconté avant de pouvoir commencer à digérer tout cela et à comprendre ce que diable je devais faire. J'avais l'impression qu'il m'était impossible de faire semblant auprès de Jennifer que tout allait bien. Mais d'une manière ou d'une autre, j'y suis parvenu. Elle m'a salué affectueusement. Comme elle le faisait toujours et nous avons discuté de notre journée de travail pendant que je me prenais une glace. Elle s'est même blottie contre moi au lit. Bien que, Dieu merci, elle n'ait pas eu envie d'intimité. Je pense que j'aurais complètement craqué.
Finalement, dès que j'ai réalisé à sa respiration qu'elle s'était endormie, je me suis doucement éloigné d'elle et me suis roulé sur mon côté du lit. Je ne voulais même pas la toucher. J'ai fait des rêves terribles cette nuit-là. Une succession infinie d'hommes avec Jennifer. Inutile de dire que la nuit fut horrible. J'ai appelé David le lendemain matin dès que Jennifer est partie travailler et j'ai arrangé un rendez-vous pour le déjeuner. Il a d'abord été un peu réticent, mais je n'ai eu aucun mal à lui expliquer que j'avais besoin d'entendre toute l'histoire. La nuit dernière, j'avais été trop bouleversé pour tout comprendre ce qu'il m'avait dit. Après une matinée passée à fixer le mur de mon bureau, essayant et échouant à me concentrer sur un aspect quelconque de mon travail, j'ai retrouvé David dans un petit restaurant méditerranéen sur Colfax Avenue. D'un commun accord, nous avons d'abord mangé, puis je lui ai demandé de me raconter toute l'histoire à nouveau depuis le début. David, tu peux probablement imaginer à quel point il m'a été difficile de gérer la nuit dernière. Je n'ai pas vraiment absorbé grand-chose. Je n'ai pas appris grand-chose de nouveau. Il y a environ 3 semaines, Jennifer avait pris un verre décontracté avec David et l'avait en fait dragué. Elle lui avait parlé de notre jeu et lui avait dit qu'elle était attirée par lui. Il avait reporté ce jour-là, principalement parce qu'il était plus sidéré qu'autre chose. Cela semblait une histoire si invraisemblable, et l'idée d'être avec la femme d'un bon ami le mettait très mal à l'aise, a-t-il dit. Mais ils en ont parlé quelques fois de plus les jours suivants. Et quand elle lui a dit le vendredi que j'allais à Boulder pour le week-end, il a accepté de la retrouver dans un motel. Elle avait en fait suggéré notre maison, mais David a dit que cette idée l'avait effrayé. Je lui ai demandé de me raconter tout ce que Jennifer avait dit sur le jeu et depuis combien de temps cela durait. Apparemment, au moins 3 ans. Elle n'a pas dit exactement, m'a-t-il dit, mais j'ai réalisé qu'elle avait eu plusieurs potes avant lui. C'était son mot, pote. Et qu'elle serait avec lui pendant quelques mois avant de rompre. Elle a dit qu'après un certain temps, on ne s'excitait plus autant à raconter la même chose si c'était le même gars, et qu'elle aimait avoir quelqu'un de nouveau à raconter. Il fit une grimace. Mon Dieu, je suis tellement désolé, Mike. Je sais, David. Elle t'a piégé. Oublie ça. Regarde, elle t'a dit quelque chose sur la façon dont tout a commencé et qui était avant toi. Pas sur la façon dont ça a commencé, dit-il. Mais elle a mentionné 2 gars. Aucun des noms ne me disait rien, sauf le sénateur William Hay, ce type à l'Assemblée législative. Oui, dit David. Elle a dit qu'elle l'avait rencontré lors d'une fête à Rocky Mountain pour un livre politique qu'ils avaient publié il y a environ 3 ans. Jennifer a également dit que tu n'avais jamais connu personnellement aucun de ses compagnons de jeu avant moi. Elle semble avoir fait cela exprès pour que tu n'aies aucune chance de comprendre ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle t'avait choisi? Il parut de nouveau mal à l'aise. Elle a dit que j'étais trop appétissant pour résister. Il couvrit son visage de sa main un instant. Mike, bon sang, tu dois vouloir me détruire. Je me sens comme la pire raclure de la terre. J'ai dit d'un ton sombre, je ne t'en veux pas, David. Beaucoup d'hommes seraient heureux de profiter de Jennifer sans se soucier de son mari, et elle t'a raconté cette histoire stupide. Je ne peux pas dire que je ne l'aurais pas cru non plus si tout cela m'était arrivé. Ce qui compte vraiment, c'est que Jennifer me trompe apparemment depuis des années. Maintenant, je sais à quel point elle doit prendre plaisir à me manipuler et à me jeter de la poudre aux yeux. Je restais assis, le regard dans le vide. David ne dit rien. Mon esprit tourbillonnait avec beaucoup de questions sur ce que diable j'allais faire. Comment allais-je me comporter avec Jennifer? Allais-je continuer à faire semblant d'être un mari aimant et à rester dans une ignorance complète? Serais-je capable de l'affronter et de la mettre à la porte? Ou allais-je bouder un moment et la laisser s'inquiéter? Mais j'avais déjà une réponse à une question. Notre mariage était terminé. Jennifer était du passé. Du moins, elle était du passé si ce que David m'avait dit était vrai. Aussi choqué et furieux que je fusse, je ne pouvais pas simplement l'affronter sans en avoir la certitude. J'ai appelé mon ami Rob et j'ai arrangé de le retrouver pour dîner. Puis j'ai laissé un autre message à Jennifer disant que je dînais avec Rob et que je rentrerais tard. Rob était mon plus vieil et meilleur ami. Nous nous sommes rencontrés quand il était président de Zeta Beta Alpha, la fraternité que j'ai rejointe à l'université. Nous étions très proches. J'étais son témoin à son mariage avec Sarah et il était le mien quand j'ai épousé Jennifer. Il connaissait Jennifer presque aussi longtemps que moi et je savais que Sarah et lui l'aimaient beaucoup. Il fut donc aussi sidéré d'entendre l'histoire que je l'étais.
Rob fut formidable, exactement comme je m'y attendais. Il me laissa raconter à ma manière, ne posant que quelques questions en cours de route. Il fut patient et compréhensif, me tendant même silencieusement un mouchoir quand je me suis mis à pleurer. Nous ne sommes pas le genre d'amis à se dire « je t'aime ». Mais je savais qu'il était de mon côté et cela m'a beaucoup aidé. Quand j'eus enfin fini de parler, il me demanda doucement « sais-tu ce que tu vas faire, Mike ?» Deux choses, ai-je dit. Je ne sais que deux choses pour l'instant. Premièrement, je dois être absolument sûr que c'est vraiment vrai. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu sais, je veux dire, j'étais si sûr que Jennifer m'aimait. Et autre chose, si c'est vrai, Jennifer va passer un très mauvais moment. Je ne peux pas pardonner et oublier. Pas pour ça. C'est fini entre nous. Et d'après ce que je ressens maintenant, ce ne sera pas joli non plus. Il hocha la tête. Je ne peux guère t'en vouloir. Crois-moi. Puis il demanda, que peuvent faire Sarah et moi pour aider? Sarah et Jennifer étaient aussi amies, bien que pas aussi proches que Rob et moi. Écoute, pourrais-tu garder ça secret, même pour Sarah, pendant les prochains jours? Bien sûr, nous ne nous cachons généralement rien, mais c'est un cas spécial. Je ne lui dirai pas un mot avant que tu ne me donnes le feu vert. Merci, Rob. J'apprécie. Je me suis assis et j'ai réfléchi un instant. Le seul nom que je connaisse de l'un des gars de Jennifer est le sénateur William, et j'espérais que tu pourrais m'aider à le contacter. Il n'a aucune idée de qui je suis, mais il voudra probablement te parler. Rob était un rédacteur politique, chroniqueur pour le Denver Post. Pendant près d'une décennie avant cela, il avait couvert la politique du Colorado pour diverses publications locales et était très respecté par tous dans la scène politique locale. Je peux faire ça, pas de problème, dit-il. Et nous avons discuté un moment de la façon de s'organiser. Puis nous avons discuté de la façon dont je devais me comporter avec Jennifer. Rob m'a conseillé de prendre sur moi et de faire comme si de rien n'était, de ne lui donner aucun indice que quelque chose n'allait pas tant que je ne serais pas absolument sûr de tout. J'ai haussé les épaules et dit, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. Et en fait, j'ai réussi presque aussi bien que la nuit précédente. Encore une fois, Dieu merci, Jennifer s'est pressée contre moi, mais elle n'a pas voulu d'intimité. 2 jours plus tard, à 10h30, Rob et moi étions assis dans le grand bureau du sénateur et, le regardant de l'autre côté de la table. Quand il salua Rob et moi cordialement, ils échangèrent des plaisanteries. Un petit, comment allez-vous? Que fait un tel et un tel? Et puis il dit agréablement, eh bien, Rob, qu'est-ce qui vous préoccupe? C'était un grand homme, juste en dessous de la cinquantaine, plutôt beau, bien qu'un peu mielleux comme le sont souvent les politiciens, et il avait la manière de nombreux politiciens. Il semblait très sincère et très intéressé par vous. Est-ce cela qui a attiré Jennifer? Je n'en avais aucune idée. Sénateur, je suis ici pour une affaire très personnelle, et vous pouvez être assuré que nous garderons notre conversation confidentielle. Je crois que vous connaissez la femme de mon ami Mike, Jennifer Thompson. Elle fit de son mieux pour garder un visage impassible, mais je pus voir ses yeux s'écarquiller légèrement. Il dit doucement, je crois que je l'ai rencontrée, Rob, mais je ne me souviens pas exactement quand ni où. Je me penchai en avant. Sénateur, je n'ai pas l'intention de vous en vouloir pour cela. Tant que vous êtes complètement honnête avec nous, mais je sais ce qui s'est passé entre vous et ma femme, et j'ai besoin d'entendre toute l'histoire. À son crédit, cet homme s'est avéré être un homme assez calme. Il nous a fixés pensivement pendant 1 minute, mais il n'y avait aucune panique sur son visage. Puis il dit, s'adressant à Rob plutôt qu'à moi, c'est entièrement officieux. Totalement, répondit Rob. Ce n'est pas pour que j'écrive quoi que ce soit. C'est une affaire privée. Ça ne sera pas écrit. Ça ne parviendra pas à votre femme. Ça restera entre nous 3. Il resta ainsi assis 1 autre minute, toujours calme et pensif. Puis il soupira. J'ai l'impression de ne pas avoir connu toute l'histoire non plus, Mons. Your Thompson, dit-il, en me regardant. J'ai raison de penser que vous ne saviez rien de ma relation avec Madame Thompson? Absolument, dis-je. Eh bien, dit-il et s'arrêta. Eh bien oui, j'ai eu une liaison avec Jennifer il y a environ 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'éditeurs, une réception pour un nouveau livre qui sortait. Il se pencha en avant, me regardant attentivement. Mais je vous jure qu'elle m'a dit que vous saviez tout. En fait, elle appelait ça un jeu.
Elle disait qu'elle et son mari, pardon, vous, appréciez qu'elle couche à droite à gauche, qu'elle rentrait à la maison à chaque fois et vous racontait tout, et que cela animait vraiment votre vie intime. Mais elle a également précisé que vous faisiez semblant de ne rien savoir de ces liaisons, et que je ne devais jamais vous en parler. Ce n'était pas un problème puisque nous étions peu susceptibles de nous rencontrer socialement. Et de toute façon, je ne voulais pas que ma femme le découvre, alors nous étions très discrets. Combien de temps l'avez-vous fréquenté, lui ai-je demandé. À ma surprise, j'étais complètement calme, comme si nous ne parlions pas de la destruction complète de la relation la plus importante de ma vie. Il réfléchit un instant, peut-être 3 mois et demi. Ça a commencé à la fin du printemps et je me souviens qu'elle a rompu avec moi vers la fête du travail. Elle a dit que c'était amusant, mais qu'après un certain temps, elle et son mari n'étaient plus aussi intéressés par le même gars et qu'elle avait besoin d'en trouver un autre. Tout cela me semblait plutôt pervers, mais Jennifer est une très belle femme. Je ne me suis jamais plaint. Il vit la douleur sur mon visage et dit, « Mon Dieu, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. » « Ce n'est rien, dis-je. Je le croyais d'avoir pensé qu'il jouait à un jeu stupide, et non d'aider une femme à tromper. Comme je l'avais dit à David, j'aurais pu faire exactement la même chose dans une situation similaire. Probablement l'aurais-je fait si j'avais été célibataire. Où vous rencontriez-vous? Différents endroits. Nous devions être prudents, évidemment. Je suis en quelque sorte sous les feux des projecteurs, mais je fais partie de la commission du logement public de l'Assemblée législative, et il est assez facile pour moi d'obtenir les clés de certains des appartements et bâtiments vacants que l'État contrôle. Je disais juste que mon personnel effectuait des vérifications ponctuelles. Nous nous rencontrions généralement en semaine à l'heure du déjeuner et parfois nous passions tout l'après-midi ensemble. Des nuitées ou des escapades de week-end, ai-je demandé. 2 ou 3 fois. Quand Jennifer a dit que vous étiez absent de la ville, il se sentit de nouveau mal à l'aise. J'inventais une histoire à raconter à ma femme et nous passions des nuits chez vous. Je suis désolé, monsieur Thompson. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de lui demander comment l'intimité avait été, l'imaginer était déjà assez difficile. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de ses autres amants ou de la durée de notre supposé jeu? Je crois qu'elle a dit que j'étais le 4e ou le 5e homme avec qui elle avait fait cela. Je me souviens qu'elle me flattait, disant « Et tu es le meilleur du lot » ou quelque chose comme ça. C'était probablement un mensonge, mais ça ne me dérangeait pas de l'entendre. Pendant une autre minute, nous sommes restés en silence. Y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire, lui ai-je demandé. Non, je ne crois pas. Je suis désolé, dit-il. Je ne t'en veux pas, répondis-je. Tu as trompé ta femme, mais c'est ton affaire. Quant à Jennifer, je ne peux pas t'en vouloir d'avoir cru son histoire. Et regarda Rob. Confidentiel, demanda-t-il de nouveau. Rob hocha la tête et se leva pour serrer la main de Hay. Vous avez ma parole, sénateur. Je suis désolé d'avoir dû vous mettre dans une situation délicate, mais mon ami a besoin de connaître la vérité. Bien sûr, dit-il, et il nous conduisit poliment à la sortie. Au coin de la rue, Rob s'arrêta et posa sa main sur mon épaule. Ça va? Tandis que nous nous éloignions, j'éteignis discrètement le petit enregistreur dans ma poche. J'avais obtenu ce dont j'avais besoin. Je soupirai. Oui. Je savais ce que j'allais entendre. C'est juste. Eh bien, c'est une chose de le savoir, mais c'en est une autre d'en avoir la confirmation. Le coup de grâce. Tu veux t'asseoir et parler, ou déjeuner, ou même aller taper quelques balles? Non merci, Rob. Ça ira. Je me promènerai dans le parc jusqu'à ce que j'aie faim. Ensuite, je prendrai un morceau et retournerai au travail. Mais est-ce que ça vous dérangerait si je vous invitais, toi et Sarah, à dîner demain soir? Je commence à élaborer des plans et ce serait formidable si vous pouviez en discuter tous les deux. Rob répondit que bien sûr, il s'arrangerait avec Sarah. Je le remerciai encore pour son aide avec Hay. Mon Dieu. C'était merveilleux d'avoir un véritable ami. En sortant de la voiture dans l'allée, je pensais, mince, encore une nuit où je dois faire semblant de ne pas savoir ce que ma femme a fait. Et puis je pensais, pourquoi devrais-je faire semblant? Je ne suis pas prêt à l'affronter, mais il n'y a aucune raison de ne pas faire un peu de bruit. Lorsque j'entrai dans la cuisine, Jennifer préparait déjà le dîner. Elle sourit radieusement et dit, « Salut, chérie. Le repas sera prêt dans une minute », puis m'embrassa. Je souris et pris une bouteille de vin dans le réfrigérateur.
Pendant les premières minutes du dîner, elle bavarda sur sa journée, mais remarqua ensuite que je ne parlais pas beaucoup. Journée difficile, Mike. Tu sembles terriblement silencieux. Oui, en fait, dis-je en la regardant. Assez difficile. Je suppose que j'ai découvert que je ne peux pas toujours compter sur les personnes sur lesquelles je pensais pouvoir compter. Excuse-moi, dit-elle d'un air grave. C'est quelque chose au travail? Je t'ai entendu te plaindre du personnel de Franck à plusieurs reprises récemment. Je ne pense pas que je devrais parler de ça pour l'instant, répondis-je. Laissant la question en suspens, je restai un instant à la regarder directement. Puis, sans dire un mot, je me levai pour débarrasser nos assiettes. Tandis que je faisais le tour de la table, je la remarquai me regardant avec anxiété. Quand je revins dans la salle à manger avec les 2 parts de tarte aux pommes qu'elle avait achetées, son visage était rouge, mais elle se reprit et me remercia d'un sourire chaleureux. Nous mangeâmes le dessert en silence au début, jusqu'à ce que Jennifer fasse quelques tentatives maladroites pour relancer la conversation, parlant d'abord des nouveaux voisins d'en face, puis des merveilleuses vacances qu'une de ses amies de travail avait prises. Quand nous eûmes fini le dessert, elle se leva et s'approcha de ma chaise. Se penchant et passant ses bras autour de moi, elle frotta sa joue contre la mienne et dit « Tu veux du café ou autre chose de bon et chaud ?» Si j'avais reçu une invitation similaire une autre nuit, pas quand je venais d'apprendre ces années d'infidélité, j'aurais été fou de joie. Au lieu de cela, son offre ne fit que me rendre plus furieux. Je me levai, me dégageant de son étreinte, et dis « Non merci. J'ai des papiers à faire. » Sans regarder en arrière, je quittai la pièce et descendis le couloir jusqu'à mon bureau, la laissant me fixer du regard. Je ne savais pas à quel point elle était choquée ou effrayée. Mais je savais que je l'avais au moins un peu blessée, et cela me convenait. J'avais prévu de veiller tard et de venir dans la chambre après qu'elle se soit endormie. Mais vers 22 heures, j'étais fatigué et je pensais, au diable tout ça. Pourquoi devrais-je l'éviter? Je suis allé me préparer pour la nuit, remarquant qu'elle était déjà au lit à regarder la télévision. Je me suis déshabillé, suis allé à la salle de bain, me suis brossé les dents et me suis glissé au lit sans dire un mot. Elle éteignit rapidement la télévision, ne laissant que ma lampe de chevet dans la pièce, se pressant contre ma poitrine. Jennifer murmura, un peu de tendresse, « Mike ?» Je me détournai, me retournant de sorte que mon dos lui était tourné. Ce faisant, je dis, « Non, pas ce soir. Bonne nuit. » Je tendis le bras et éteignis la lumière. Vous pouvez être assuré que je n'avais jamais fait une chose pareille auparavant. J'avais très rarement refusé Jennifer, 1 ou 2 fois quand j'avais une migraine ou quand je devais finir un projet de travail, peut-être 4 ou 5 fois tout au long de notre mariage, et jamais sans explication. Mon comportement était donc le signal d'alarme ultime. Mais Jennifer ne dit pas un mot. Elle ne demanda pas « Tout va bien » ni « Es-tu en colère ?» Elle ne me demanda rien car, bien sûr, elle avait peur de la conversation qui en découlerait. Jennifer s'endort facilement et la plupart du temps, je peux entendre sa respiration régulière et silencieuse en quelques minutes après l'extinction des lumières, alors que je prends toujours un peu plus de temps, mais pas cette nuit. Une demi-heure plus tard, elle était toujours éveillée, mais elle n'avait toujours pas dit un mot. Je souriais d'un air sombre dans le noir. Bien sûr, je n'avais pas dormi non plus. J'étais resté éveillé pendant longtemps, et j'étais très, très en colère. Levé tôt, une douche rapide, une tasse de café, et je suis au bureau à 7h30 sans dire un mot à Jennifer. J'avais beaucoup à faire. J'ai laissé une note sur le bureau de mon patron disant que j'aimerais lui parler dès son arrivée, puis je me suis assis pour faire des listes de cartes de crédit et de comptes bancaires, de déménageurs potentiels et d'autres choses logistiques dont j'aurais besoin de m'occuper. À 8h15, Franck passa la tête et dit « Bonjour, Mike. Vous vouliez me voir ?» « Oui, merci, Franck. Pouvons-nous parler ici 1 minute ?» Je me leva. Et pour fermer la porte. J'avais travaillé avec Frank Garrison pendant presque 10 ans. Je le considérais non seulement comme un ami, mais comme un mentor, et je décidai que je devais lui faire confiance. S'il vous plaît, gardez cela absolument secret. D'accord, Franck, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. J'ai découvert que Jennifer me trompe, et je vais la quitter dès que possible. Je voulais obtenir le nom de ce chasseur de tête qui vous avait appelé à mon sujet l'année dernière. L'un des cabinets de recrutement de cadres avait manifesté de l'intérêt pour moi, mais la conversation n'avait jamais vraiment abouti car à ce moment-là, j'étais parfaitement heureux de rester où j'étais. Franck était abasourdi et le dit. En fait,
le mot Jésus figurait en bonne place dans ses premières remarques, mais au fur et à mesure que nous discutions de ce qui se passait, il surmonta son choc et, comme je l'avais espéré, voulut être utile. À 10h15 ce matin-là, j'ai réussi à joindre le cabinet et à parler au gars qui s'était renseigné sur moi l'année dernière. À 10h45, j'ai faxé mon CV. Et à 14h25, nous étions de nouveau au téléphone pour discuter de 3 postes possibles qui pourraient bien me convenir. Le meilleur était un poste de collecte de fonds pour une grande organisation à but non lucratif à Chicago. Le travail ressemblait beaucoup à celui que je faisais actuellement, mais avec un personnel de soutien plus important, et le salaire était supérieur d'au moins 20%. Ils essayaient de pourvoir le poste depuis près de 4 mois et étaient prêts à agir rapidement. J'ai demandé au chasseur de tête de dire à l'organisation que j'étais intéressé et prêt à passer un entretien dès que possible. Je m'apprêtais à quitter le bureau vers 17h50 quand le téléphone sonna et une voix grave et caverneuse dit « Monsieur Thompson. Je suis Ted Russo de Global Resources à Chicago. Je crois comprendre que vous pourriez être intéressé par notre poste de collecte de fonds. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et à la fin, il m'a invité à Chicago pour une réunion avec le conseil d'administration. Le voyage devait avoir lieu dans 2 jours et j'ai accepté volontiers l'invitation. Le dîner avec Rob et Sarah fut à la fois encourageant et douloureux. Encourageant parce qu'il me rappela que j'avais le soutien de 2 amis vraiment extraordinaires. Douloureux parce que je devais raconter l'histoire à Sarah et cela signifiait la revivre. Elle était abasourdie et pleine de compassion et d'inquiétude pour moi et juste furieuse contre Jennifer. C'est, dit-elle doucement et je vis ses poings se serrer. Je n'arrive juste pas à croire. Elle me regarda et, voyant la douleur sur mon visage, son regard s'adoucit. Je suis tellement désolée, Mike, dit-elle en me prenant la main. Que pouvons-nous faire, Rob et moi, pour t'aider? Soyez juste mes amis, dis-je en essuyant quelques larmes. Je sais que je peux m'en sortir, mais je dois admettre que c'est vraiment nul d'être moi en ce moment. Mais savoir que je peux vous parler à vous deux m'aide beaucoup. Rob serra mon épaule et ils me dirent tous les deux à quel point ils voulaient m'aider de toutes les manières possibles. Nous dînâmes et je leur exposai mes plans pour trouver un travail en dehors de la ville et disparaître. Je n'étais pas intéressé par le fait de détruire Jennifer ou de l'humilier publiquement. Je voulais juste partir. Je voulais qu'elle se réveille un jour et découvre soudain que son mariage était terminé, son mari parti. Ce serait une punition suffisante. Je leur ai parlé du poste potentiel à Chicago. Cela semble très prometteur, et si cela se concrétise, je l'accepterai presque certainement. Et puis je disparaîtrai et laisserai Jennifer devenir folle en essayant de me retrouver. Je savais que je ne pourrais pas me cacher éternellement, mais j'avais l'intention d'expliquer ma situation à mes nouveaux employeurs et de leur demander de retarder l'annonce publique de mon emploi pendant 1 mois environ. Avec un nouveau numéro de portable et un nouveau compte email, et avec l'aide de Franck au travail, j'étais confiant de pouvoir passer inaperçu pendant quelques semaines, assez longtemps pour causer à Jennifer une réelle anxiété. Alors, quand les choses se calmeront, je vais vous demander de mentir pour moi parce que je suis sûr que vous serez les premières personnes qu'elle appellera. Dites-lui juste que vous ne savez rien à ce sujet. Sarah sourit d'un air sombre. Et ce, malgré le fait que je la considérais comme l'une de mes meilleures amies. Mike, tu sais que tu peux compter sur nous. Et j'ai hâte de lui dire tout ce que je pense quand elle appellera. Cette sorcière égoïste et infidèle, dit-elle un peu gênée. Je suppose que tu peux deviner ce que je pense de ce qu'elle a fait. Ça veut dire que je peux compter sur ta loyauté envers moi, chérie, demanda Rob en plaisantant. Elle lui tapota le bras en jouant. Oui, ça veut dire ça. Et tu ferais mieux de ne rien faire dans mon dos, mon grand, à moins que tu ne veuilles subir une certaine procédure sans anesthésie. Nous éclatâmes tous de rire et notre dîner se transforma en une soirée détendue pleine d'humour et de tendresse. J'ai presque pu oublier la colère et la souffrance que je portais en moi depuis des jours. Quand je suis rentré à la maison, il était tard et la chambre était à moitié sombre, mais Jennifer était toujours éveillée. Elle m'avait envoyé plusieurs emails amicaux et légers pendant la journée de travail, mais ma seule réponse avait été un court message disant que je rentrerais tard après le dîner. Je n'avais pas dit avec qui. Salut, chérie. Vint sa voix dans l'obscurité. Délicieusement détendue et somnolente. Je me suis douloureusement rappelé à quel point j'avais aimé Jennifer et à quel point je la trouvais toujours belle. Si seulement tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Si seulement je pouvais croire que j'avais encore une femme fidèle et aimante et plongée dans ses bras. Comment était le dîner? Tu m'as manqué ce soir. Ça allait, dis-je sèchement.
J'ai mangé avec Rob et Sarah. C'est agréable d'avoir des amis, des gens à qui on peut faire confiance. Elle s'assit. Mais pourquoi? Elle laissa la question en suspens. Comme la nuit précédente, elle avait peur de dire quoi que ce soit qui pourrait mener à une conversation qu'elle ne voulait pas avoir. Et donc elle s'accrocha. Dur, pensai-je, ne disant rien de plus. Jennifer attendit silencieusement pendant que je me préparais pour la nuit. Et quand je me suis allongé, elle se retourna et me prit dans ses bras. Tu m'as laissé en plan la nuit dernière, chérie. Elle ronronna à mon oreille, se blottissant contre moi. Une chance que j'ai droit à de la bonne tendresse ce soir? Je souriais intérieurement. Je suis désolé, Jennifer, dis-je, me retirant de son étreinte. Je suis toujours préoccupé par le problème dont je t'ai parlé et je ne suis vraiment pas d'humeur. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau travailler frénétiquement. Après un silence, elle dit, d'accord, chérie. Je comprends, mais j'espère que nous pourrons faire l'amour bientôt. Tu me manques tellement. Elle caressa mes bras et mes épaules avec amour un instant de plus, puis se tourna de son côté du lit. Encore une fois, il lui fallut un certain temps pour s'endormir et il me fallut encore plus de temps. Au cours des jours suivants, les événements se sont déroulés rapidement. Mon voyage à Chicago pour un entretien avec le conseil d'administration de Global Resources s'est très bien passé, et j'ai accepté le poste à compter de 10 jours plus tard. J'ai immédiatement parlé avec Frank, qui était compréhensif quant au fait que je lui avais donné si peu de préavis. Nous avons convenu que je continuerais à le consulter à temps partiel pendant un mois environ jusqu'à ce que mon remplaçant se familiarise avec le poste. Je lui devais une grande dette de gratitude, et je voulais qu'il sache que je ne le laisserais pas tomber. 4 jours plus tard, j'ai fait un second voyage à Chicago, et utilisant les services d'un agent immobilier que Ted Russo connaissait, j'ai trouvé un superbe appartement d'une chambre à quelques minutes de mon nouveau bureau. J'ai signé le bail, puis j'ai fait un rapide voyage au magasin de meubles et acheté tout ce dont j'avais besoin pour meubler l'appartement. J'ai organisé la livraison par le gérant de mon nouvel immeuble. Ainsi, tout était prêt pour moi à mon arrivée. J'ai même pris des dispositions avec Pat Newman, qui serait ma nouvelle assistante administrative, pour acheter des draps, des serviettes et quelques fournitures de cuisine de base. Pat était heureuse d'aider, surtout après que je lui ai promis un dîner au meilleur restaurant de Chicago. Au moment où je suis revenu à Denver pour la deuxième fois, il ne restait plus grand-chose à faire. Je devais vider mon bureau à l'université, faire mes valises pour les vêtements et autres affaires que j'emportais de chez moi et prendre toutes les dispositions financières pour séparer ma vie de celle de Jennifer. Tout sauf les valises, je pouvais le faire dans mon bureau. Et le vendredi, tout était fait. Jennifer n'avait pas beaucoup de raisons de s'inquiéter de mes déplacements puisque mon travail exigeait que je voyage assez souvent. Mais ma froideur l'inquiétait certainement, et j'aimais la regarder essayer de comprendre quoi faire. Elle ne voulait pas parler de ce qui me tracassait, car elle craignait sans doute que je ne la suspecte d'infidélité, alors tout ce qu'elle pouvait faire était d'être affectueuse et aimante, et mes refus grossiers de toutes ses avances la contrariaient et l'effrayaient clairement. Sarah m'a appelé au travail et m'a informé avec une sorte de joie malicieuse que Jennifer l'avait appelée pour savoir si elle savait quelque chose de ce qui me tracassait. J'ai adoré chaque minute, Mike, me dit-elle. J'ai failli. T'es en sorte que Jennifer me raconte toutes tes bizarreries. Comment tu ne réponds pas à ses câlins et baisers affectueux? Lui refuser l'intimité. Laisser entendre qu'il y a un problème, mais ne pas en parler. Alors, je lui ai demandé, a-t-il quelque chose que tu aurais pu faire qui aurait contrarié Mike de quelque manière que ce soit? Et elle a dit, paniquant, non, je ne sais rien. Et puis j'ai demandé, eh bien, as-tu insisté pour qu'il te dise quel était le problème? Elle a hésité et a dit qu'elle ne voulait pas te mettre trop de pression, qu'elle était sûre que tu lui dirais quand tu serais prêt. C'était tellement évident ce dont elle avait peur. Elle essayait d'obtenir des informations de ma part tout en gardant son propre comportement dégoûtant secret. J'ai partagé le plaisir de Sarah à propos de l'appel et lui ai demandé de me tenir au courant. Je lui ai fait savoir que j'étais prêt à agir le lundi. J'ai continué à agir de manière mystérieuse et distante ce week-end-là. Ma colère envers Jennifer n'avait certainement pas diminué, et j'étais déterminé à rendre les 2 derniers jours de ma vie conjugale aussi misérables que possible pour elle. Je lui ai à peine parlé et j'ai répondu à chacune de ses suggestions chaleureuses ou cordiales avec une froideur grossière. Quand elle a demandé si nous pouvions faire une promenade le samedi, c'est une si belle journée, mon chéri. Je l'ai fixé, puis j'ai dit que je n'en avais pas envie. Quand elle a proposé de nombreuses options pour ce que nous pourrions faire ensemble le samedi soir, sortir dîner,
regarder un film, ou retrouver des amis. J'ai dit que je voulais rester à la maison et regarder la télévision. Alors qu'elle s'installait à côté de moi sur le canapé, j'ai attendu environ 10 minutes jusqu'à la fin de l'émission que nous regardions, puis je me suis levé brusquement. Je viens de me souvenir que j'ai quelques rapports à finir, dis-je, et je disparus dans mon bureau. Je suis allé me coucher tard après que Jennifer se soit endormie et me suis réveillé le dimanche matin pour la trouver blottie contre moi. Quand j'ai ouvert les yeux, elle m'a souri et a dit « Bien, tu es réveillé et bébé veut jouer ». Elle s'est retournée et a essayé de m'embrasser, mais je l'ai retenue en posant mes 2 mains sur ses épaules. « Jennifer, arrête, dis-je. Je ne te force pas à l'intimité quand tu n'en as pas envie, et j'apprécierais que tu montres la même considération. » Je me suis glissé de dessous elle et suis sorti du lit. En tendant la main vers ma robe de chambre, elle semblait contrariée, « Mais chérie, nous n'avons pas fait l'amour depuis, je ne sais pas, 2 semaines. » J'ai fait quelque chose pour te contrarier. Tu es en colère contre moi. C'était la plus proche qu'elle ne fût de me poser une question directe sur mon comportement. Un signe qu'elle était désespérée. Je ne sais pas, Jennifer. Dis-moi. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais faire pour me mettre en colère contre toi, dis-je calmement mais froidement. Silence. Elle baissa les yeux. Puis elle dit, non, chérie. Rien à quoi je puisse penser. Et me regarda d'un air suppliant, craignant de dire autre chose. Je suppose que c'est fini alors, dis-je. Et me dirigeai vers la cuisine pour faire du café. Jennifer a dû être effrayée par notre conversation car elle m'a évité pendant la majeure partie du reste de la journée. Cependant, je l'ai entendue au téléphone plusieurs fois. Je suppose qu'elle parlait à une amie ou peut-être même appelait David, pour autant que je sache, essayant d'obtenir de l'aide pour comprendre comment me gérer. Pendant qu'elle était au supermarché, j'ai rapidement appelé David et lui ai demandé s'il avait parlé à Jennifer. Il m'a dit que 2 jours plus tôt, elle lui avait parlé au travail et lui avait demandé s'il m'avait vu récemment. Elle a dit que je semblais distrait et distant, mais elle prétendait ne pas savoir pourquoi. Alors, je lui ai juste dit que je ne t'avais pas parlé. Cela semblait la chose la plus facile à faire. Et puis elle a dit qu'elle était impatiente de reprendre le jeu avec moi, mais qu'il était probablement préférable d'attendre un peu qu'elle sache ce qui te tracassait. J'ai prétendu être déçu, mais bien sûr, j'ai accepté. Merci, David. Les choses sont sur le point de se conclure. S'il te plaît, quoi que tu fasses, ne lui fais rien savoir de nos conversations, d'accord? David a de nouveau promis qu'il ne lui dirait rien, et nous avons raccroché. Le lundi matin, après le petit déjeuner, Jennifer entra dans la chambre pour finir de s'habiller pour le travail et fut surprise de me trouver en jogging et basket. « Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui, Mike? » « Non, j'ai des affaires à régler, alors j'ai pris ma journée. » Elle me regarda un instant. Puis, presque timidement, elle dit, « Eh bien, puisque tu n'es pas pressé, pourquoi ne ferions-nous pas l'amour ?» Elle sourit chaleureusement et ajouta. « Ça ne me dérange pas d'être un peu en retard au travail. » Il n'en fallut pas plus. Je dis, « Non, je ne crois pas, » et sortis de la chambre sans la regarder. Je suis descendu au sous-sol pour trouver mes valises et ne suis remonté qu'après avoir entendu sa voiture quitter l'allée. À 11 heures du matin, j'avais tout emballé ce que je prévoyais d'emporter dans 3 valises, plus quelques cartons de livres et de CD. J'ai appelé un taxi, qui a attendu au bureau de poste pendant que j'expédiais les cartons à mon appartement à Chicago, puis m'a emmené à l'aéroport. À 19h30, je finissais de déballer mes affaires dans mon nouveau logement. Après quoi, je me suis dirigé au coin de la rue pour manger une pizza et boire une bière. J'ai porté un toast discret au premier jour du reste de ma vie. Ma nouvelle vie, une vie sans Jennifer. Oh, j'ai presque oublié. Juste avant de quitter la maison, j'ai écrit un petit mot à Jennifer, que j'ai laissé sur la table de la cuisine avec mon alliance et mon téléphone portable dessus. Le mot disait, « J'ai découvert ton jeu, alors voici le mien. » Il s'appelle Adieu la traîtresse. La première semaine au nouveau travail fut chargée et fatigante et c'était super parce que Jennifer me manquait terriblement. Non pas que je voulais être avec elle. C'était terminé. Chaque fois que je pensais à elle, j'étais envahi par la rage. Comme elle m'avait parfaitement trahi. Mais ce n'est pas parce que j'étais en colère et que je la haïssais jusqu'à la moelle que je ne la manquais pas. Je l'avais aimée pendant tant d'années. J'aimais tout chez elle. Ces sentiments ne disparaissent pas simplement. Au lieu de cela, ils se mêlent à de nouveau.
L'amour et la haine se mélangeant dans un désordre déroutant. Dans l'ensemble, j'étais très heureux que Global Resources me submerge de travail. Quand le vendredi est arrivé, j'étais reconnaissant de juste rentrer chez moi, regarder une partie d'un match de sport à la télévision et aller me coucher. Mais ce fut un week-end difficile. J'étais nouveau à Chicago, je ne connaissais personne à part mes nouveaux collègues, et je devais accepter le fait que j'étais de nouveau un homme célibataire. Eh bien, pas légalement, mais à tous autres égards. Chemin. Je savais que je devrais entamer le processus de rencontrer de nouvelles personnes, de me faire des amis et d'essayer de trouver une nouvelle femme dans ma vie. Et cette perspective était extrêmement décourageante. Le meilleur de ces 2 jours fut la conversation que j'ai eue avec Rob et Sarah dimanche. Ils étaient encourageants et désireux de savoir comment j'allais. Je leur ai donné ma nouvelle adresse et mon numéro de téléphone. Une fois de plus, tenue au secret, Sarah était impatiente de me parler de sa rencontre avec Jennifer. Elle nous a appelés lundi soir vers l'heure du déjeuner. Elle était presque hystérique. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre, mais finalement j'ai pu distinguer ce qu'elle disait. Il est parti. Mike est parti. Elle ne voulait pas se calmer. Alors, je lui ai dit que je venais. Quand je suis arrivé, elle était dans un état terrible. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage était coulé à force de pleurer. Elle pouvait à peine parler. Je lui ai apporté un verre, puis je me suis assis et j'ai joué le rôle de l'ami compréhensif jusqu'au bout. Mon Dieu, c'était amusant. Je l'ai laissé me raconter comment elle était rentrée du travail et t'avait trouvé parti, avec ton alliance posée sur la table. Je lui ai demandé pourquoi diable tu avais fait ça. Avais-tu laissé un mot ou quoi que ce soit? Et puis Sarah a dit joyeusement. Elle m'a regardé et a pleuré encore plus fort. Et finalement, elle a dit, oh, Sarah, je l'ai trompée. J'ai fait semblant d'être complètement choqué et j'ai dit quelque chose comme, non, Jennifer, tu n'as pas fait ça. Et je me suis mis vraiment en colère, je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la cuisine, m'arrêtant de temps en temps pour la regarder. Elle avait l'air coupable et effrayée. Finalement, j'ai dit, je suis désolé, Jennifer, mais je ne peux pas rester ici en ce moment. Je vous aime tous les deux, toi et Mike, et je ne peux pas croire que tu lui aies fait ça. Il était le meilleur, le plus aimant. Et puis j'ai juste dit, nous en parlerons dans quelques jours, quand je me serai calmé. Et je l'ai laissé là, dans la cuisine, les larmes aux yeux. Même au téléphone, il était facile d'entendre la satisfaction dans la voix de Sarah. Je savais que Jennifer serait affolée de me trouver. Et franchement, j'espérais que le fait de ne pas pouvoir me trouver la rendrait folle. Le fait qu'elle me manquait en ne faisait qu'attiser ma colère. Comment osait-elle? La femme à qui j'avais tant donné de moi-même agir de manière si incroyablement égoïste et me rendre si misérable. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis resté en contact avec Rob et Sarah. Ils étaient comme ma bouée de sauvetage, me permettant de parler de certaines choses, Chicago, mon nouveau travail, et parfois à quel point je me sentais seul et vide. Ils m'ont écouté patiemment et m'ont conseillé de tenir bon. Ils étaient merveilleux. Jennifer les a appelés tous les jours et leur a demandé s'ils savaient où j'avais disparu. Selon eux, il y avait du désespoir dans sa voix. J'ai aussi rapidement appelé Frank, qui m'a dit que Jennifer était venue le voir le lendemain de mon départ. Elle a failli s'évanouir en apprenant que j'avais quitté mon emploi et laissé aucune adresse de réexpédition. Après ma 3e semaine à Chicago, je suis retourné à Denver à l'invitation de Rob et Sarah et j'ai passé le week-end avec eux. Ce fut une excellente occasion de me détendre et de me changer les idées de la douleur que je portais en moi. Lors d'un dîner samedi, Sarah m'a parlé de sa dernière visite à Jennifer. Elle est venue me voir jeudi, toujours en train d'essayer de te trouver, toujours totalement désespérée. Elle parle d'engager un détective privé pour te retrouver. Elle a l'impression que si elle peut te parler, elle peut te faire comprendre et tu lui pardonneras. J'ai haussé les sourcils. Peu probable, dirais-je, mais je suis intéressé d'entendre sa version de l'histoire. Elle t'en a parlé? Les yeux de Sarah ont pétillé. J'ai dit, écoute, Jennifer, tu te plains et tu gémis d'avoir perdu Mike depuis 3 semaines maintenant. Nous sommes amis depuis des années. Quand diable vas-tu me dire ce que tu as vraiment fait? À quel point c'était grave? Et elle m'a dit, eh bien, Sarah, je suis tout oui. Lâche le morceau. J'ai appris énormément de choses sur ma femme cette nuit-là, et je ne voulais rien savoir de tout cela.
Sarah a commencé par me parler de la première liaison de Jennifer avec un charmant homme britannique qu'elle avait rencontré lors d'une fête littéraire. Il a discuté avec elle tout au long de l'événement, puis l'a invitée à prendre un verre après. Elle lui a dit qu'elle était une femme mariée et ne pouvait pas simplement partir avec lui, mais elle ne l'a pas éconduit. Elle lui a demandé dans quel hôtel il séjournait et a dit qu'elle le retrouverait au bar dans 1 heure. Puis ils se sont retrouvés, ont pris un verre, sont montés dans sa chambre et sont devenus intimes. Je suis resté assis à regarder par la fenêtre. Après tout, ce n'était pas une nouveauté. Je savais qu'elle avait des liaisons depuis des années. Pourquoi, ai-je demandé. Je l'ai interrogée à ce sujet, croyez-moi. Et elle a eu l'air embarrassée et a répondu, je m'ennuyais. Je sais que ce n'est pas une excuse, Sarah, mais c'est vrai. Mike et moi avions une belle vie, mais c'était toujours la même chose. Rien de spécial ou de différent, si prévisible, tu sais. Et puis cet homme incroyable, avec cet accent formidable, est apparu, et j'ai pensé, waouh, ça va être génial. Elle a dit que c'était très amusant et qu'elle s'est assurée d'être avec toi la semaine suivante et que c'était mieux que d'habitude. Et puis elle a dit qu'elle s'était dit que c'était une situation gagnant-gagnant. Elle pouvait s'amuser de temps en temps, en secret, discrètement, et cela pimenterait sa vie intime avec toi à la maison et tout le monde s'en porterait mieux. Peux-tu croire ça? Pendant l'heure qui a suivi, Sarah m'a raconté toute l'histoire. Jennifer avait progressivement pris l'habitude de trouver un petit ami tous les 2 mois. Au début, c'était une seule fois, mais le 5e ou 6e homme s'est avéré incroyable au lit, et elle a voulu le revoir. Leur liaison a duré 3 mois jusqu'à ce qu'il se fiance à la femme qu'il fréquentait. Selon Sarah, Jennifer a réalisé que c'était encore mieux après la première fois, alors son nouveau plan est devenu des liaisons à court terme, 6, 10, peut-être 20 fois avec un seul homme. Et le jeu, ai-je demandé. Elle a dit que cela arrivait lorsque l'homme avec qui elle couchait commençait à montrer des tendances possessives. Il lui est venu à l'esprit qu'un de ses amants pourrait trop s'attacher à elle et menacer de te le dire. Alors, elle a décidé que s'il pensait qu'elle couchait avec d'autres avec ta connaissance et ta permission, il réaliserait qu'elle ne te quitterait jamais et ne deviendrait pas vulnérable au chantage. Je dois dire qu'elle était plutôt fière d'elle pour cette petite idée. Elle a même ri un peu en me le disant. Rob m'a apporté une autre bière et je l'ai sirotée en méditant des choses sombres. Tout ce que Sarah me racontait n'était pas très différent de ce que j'avais imaginé. Et pourtant, c'était d'une douleur indescriptible à écouter, de me sentir comme un idiot, de sentir que j'avais si cruellement mal jugé la personne que j'aimais et à qui je faisais confiance plus que tout au monde. Comment avais-je pu être un tel idiot? Elle s'ennuyait. Bon sang, tous les couples mariés ne s'ennuient-ils pas un peu, ne s'usent-ils pas un peu? Mais quelle est la bonne façon de gérer ça? Viens me voir. Eddie, chérie, trouvons des façons amusantes d'égayer les choses. Des vacances, n'importe quoi. Mais pas des liaisons avec d'autres hommes. Je ne me souviens pas m'être jamais ennuyé avec elle. Non. Jennifer a décidé de revitaliser sa vie intime. Pas la mienne. Alors que je me préparais à partir pour Chicago dimanche, Rob m'a demandé ce que j'allais faire avec Jennifer. Vas-tu juste la laisser se morfondre et se demander ce qui t'est arrivé? Ou comptes-tu y mettre fin une bonne fois pour toutes? J'ai secoué la tête. Pour te dire la vérité, je ne suis pas encore sûr. Peut-être une chose, puis une autre. Peut-être que je vais juste laisser traîner jusqu'à ce qu'elle me trouve et ensuite lui réserver une jolie petite surprise. Je lui ai dit ce que je pensais et il a souri. Ça a l'air parfait, Mike. J'aimerais juste pouvoir être là pour ça. À ma grande surprise, il a fallu plusieurs semaines de plus avant que Jennifer ne découvre où j'étais. Rob m'a dit au téléphone qu'elle avait engagé un détective privé pour me chercher. Apparemment, il a fallu un certain temps à l'enquêteur pour retrouver mes dossiers d'emploi et me relier à Global Resources. Ça m'était égal. Mais jeudi, je suis rentré du travail et j'ai trouvé un long message décousu de Jennifer. Dieu merci, je t'ai trouvé, mon chéri. Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Je t'aime plus que tout au monde. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. Tu me manques tellement. Je ferai tout pour me faire pardonner. Tu sais, tu es le seul homme que j'aime. Et encore 5 minutes, tout à peu près dans la même veine. Pas un seul mot n'était imprévisible. Pas un seul mot qui ne me mette en colère. Je ne sais pas ce qu'elle attendait. Tu ne peux pas tromper ton mari maintes et maintes fois au fil des ans et ensuite dire « Oh, c'est ma faute ».
Et il te pardonnera et te reprendra. Je suis désolé, Jennifer, mais ça ne peut pas arriver. Alors, il semblait que le moment était venu de déterminer la prochaine étape. Je savais qu'elle continuerait d'appeler. L'ignorer simplement n'allait pas fonctionner à long terme. Le lendemain, j'ai emmené mon assistante Pat pour un long déjeuner. Elle était devenue une bonne amie et connaissait déjà la majeure partie de l'histoire malheureuse de la façon dont j'étais arrivé de manière inattendue à travailler chez Global Resources. C'était une agréable dame d'âge moyen, mariée avec 3 enfants et très intelligente. En fait, la meilleure assistante que j'ai jamais eue. Je lui ai dit ce que je préparais pour Jennifer, et elle a jeté sa tête en arrière et a ri. J'adore, Mike. Je ne peux rien imaginer de plus approprié. Elle a ri de nouveau. On dirait qu'elle le mérite. Oui, mais j'ai besoin d'aide pour trouver quelqu'un. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Laisse-moi essayer. D'accord, m'a-t-elle interrompu. J'ai quelques idées avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Donne-moi quelques jours. J'ai haussé les sourcils d'un air interrogateur. Vraiment? Tu ferais ça? Elle a hoché la tête en souriant, et j'ai dit, eh bien, d'accord. Mais ce n'est guère le genre de choses qu'un homme demanderait normalement à son assistante administrative de faire pour lui. Nous avons tous deux ri. Jennifer a continué d'appeler au moins tous les jours pendant les 2 semaines suivantes. Ses messages étaient plus courts, mais il n'y avait rien de nouveau dedans, et je n'étais certainement pas intéressé à lui parler, encore moins à lui pardonner ou à la laisser revenir dans ma vie. Lundi, alors que je faisais mes valises et me préparais à quitter le travail, Pat est passé me voir. Tout est prêt. J'ai la personne parfaite pour toi. Dis-moi juste le jour et l'heure, et je lui donnerai ton adresse. J'avais l'air sceptique. Serais-je satisfait de cette personne? D'ailleurs, Pat, qui diable est cette personne, et comment l'as-tu convaincue? C'est la surprise, a-t-elle dit avec un sourire. Ce sera parfait et elle veut vraiment le faire. Je lui ai parlé de ta situation et elle est impatiente. Et tu ne me diras pas qui c'est? Non, a-t-elle dit en souriant comme un chat du Cheshire. Mais fais-moi confiance, patron, tu ne seras pas déçu. Le lendemain, j'ai laissé un message sur le répondeur de Jennifer. C'est moi. Si tu veux vraiment t'expliquer, tu as une chance. Ce samedi, à 13h, dans mon appartement à Chicago. N'arrive pas en avance et ne sois pas en retard. Je te donnerai 1 heure. Voici l'adresse. Laisse-moi un message en retour pour confirmer que tu viens. Ce soir-là, je n'ai pas décroché quand le téléphone a sonné, mais j'ai écouté Jennifer me laisser un message excité. Oh mon Dieu. Merci, mon chéri. Merci. Je t'aime tellement. Bien sûr, je serai là samedi. Merci pour cette chance. Je sais que je peux te faire comprendre. Je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal et je veux passer les 60 prochaines années à me faire pardonne. Etc., etc., etc. Le lendemain, mercredi, j'ai parlé à Pat. J'ai pris rendez-vous pour 13h samedi après-midi. Peux-tu demander à ta femme mystérieuse d'être chez moi au plus tard à midi? Bien sûr, a-t-elle dit. Mais tu dois promettre de m'appeler et de me raconter toute l'histoire quand ce sera fini. Ce sera ma récompense. Sarah m'a dit au téléphone à quel point Jennifer était excitée. Je te jure, Mike, elle n'a aucune idée de rien. Elle pense vraiment qu'elle va te récupérer. Comme si tout ce qu'elle avait à faire était de te dire à quel point elle est désolée. Honnêtement, je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi trompé. Après tout, nous étions amis depuis presque 15 ans, et nous parlions de tout, nos maris, nos emplois, nos familles. Et maintenant que je reconnais à quel point elle peut être égoïste et cruelle, même si elle ne le voit pas elle-même, bien sûr, je ne peux que me demander à quel point j'étais aveugle. J'ai ri un peu amèrement. Écoute, Sarah, comment penses-tu que je me sens? J'ai été marié à elle tout ce temps. Je suppose que la vraie leçon est que les gens comme toi, Rob et moi, décents, confiants, soucieux des autres, commettent généralement l'erreur de supposer que le reste du monde est comme nous. Et Jennifer ne l'est pas. Samedi matin, j'ai nettoyé mon appartement pour qu'il ait l'air bien. Je ne voulais pas avoir l'air ou me sentir comme une victime. Je voulais que l'appartement ressemble à la maison d'un célibataire heureux. Les journaux avaient été jetés à la poubelle. Les livres étaient soigneusement rangés sur les étagères. Tout était essuyé et nettoyé. Il y avait même des fleurs dans un vase sur la table.
Lorsque la sonnette a retenti à midi, j'ai ouvert la porte avec une certaine appréhension. « Salut, s'il te plaît. »« Quoi ? » Catherine. « Salut, Mike. » Elle a ri. Peut-être devrais-je dire surprise, Mike. Catherine Reynolds travaillait chez Global Resources en tant que coordinatrice de programme marketing. Elle était l'une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai commencé à travailler là-bas. Elle avait environ 30 ans, environ 8 ans de moins que moi, et elle était tout simplement magnifique. Catherine était mince, avec des cheveux noirs et les yeux verts les plus incroyables que j'ai jamais vus. Elle était élégante et chic, mais étonnamment décontractée et amicale avec les gens. Elle était simplement l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Et bien sûr, j'avais été impressionné par son apparence lors de notre première rencontre, mais j'étais aussi dépassé par ce que Jennifer me faisait, et j'étais au milieu de mes premiers jours dans un nouveau travail, dans une nouvelle ville, et j'étais occupé à essayer de me souvenir des noms des 12 autres personnes auxquelles j'avais été présenté en même temps. Je pensais certainement souvent à elle. Nous nous croisions plusieurs fois par semaine ou lors de réunions de cadres supérieurs, et elle était toujours cordiale et joyeuse. Elle semblait m'apprécier, bien que je ne puisse être sûr si c'était juste sa sociabilité et son amabilité naturelle. Je savais qu'elle ne portait pas d'alliance, mais il était presque impossible qu'une femme aussi splendide que Catherine n'ait pas de petite amie. Alors, je l'ai rayée de mon esprit en tant que plus qu'une simple collègue que j'aimais bien et que j'aimais regarder. Il ne m'est même pas venu à l'esprit de demander à Pat à son sujet et si elle voyait quelqu'un. Maintenant, alors qu'elle regardait mon appartement avec une expression approbatrice, j'étais complètement désemparé. Catherine, Pat t'a parlé d'aujourd'hui, de ma femme et de ce que je préparais. Elle m'a souri largement. Bien sûr. Elle a désigné le sac de courses qu'elle avait apporté et a dit, tout ce dont j'ai besoin est là-dedans, mais j'étais toujours incertain, toujours stupéfait, en fait. Tu as réalisé que tu vas être, je veux dire, je. Cette fois, Catherine a ri et m'a doucement caressé la joue du revers de la main. Oui, Mike, j'ai compris. Pat m'a parlé de ta situation, de ce que tu as découvert sur ta femme et tout ça. Elle a commencé à prendre un air plus sérieux et à continuer. Disons simplement que j'ai vécu quelque chose de similaire avec mon ex-fiancé Marcus il y a environ 4 ans, et il ne m'est pas difficile de comprendre ce que tu ressens. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'en avais aucune idée. Eh bien, ce n'est plus aussi vif. J'ai tourné la page, mais c'était horrible à l'époque, et je donnerais beaucoup pour pouvoir le lui faire ravaler comme tu vas le faire à Jennifer. Elle a ri. Alors, comment veux-tu organiser ça? J'ai suggéré de déjeuner d'abord, et nous avons passé environ une demi-heure à manger des sandwichs à ma table de cuisine et à faire connaissance. Je savais déjà à quel point Catherine était attirante, mais ce déjeuner a confirmé qu'elle était aussi très intelligente, drôle et attentionnée. Je me suis demandé si elle sortirait avec moi, mais c'était une question pour un autre jour. Pendant notre conversation, Catherine m'en a dit plus sur Marcus. Il me trompait avec sa collègue depuis presque 1 an avant que je ne le découvre, contrairement au plan élaboré de ta femme. Marcus n'était qu'un tricheur de base qui pensait qu'il ne se ferait pas prendre. Quand je l'ai confronté, il a essayé de me blâmer. Il a dit que je travaillais trop, que nous nous étions éloignés. Toutes les excuses habituelles. Comment l'as-tu découvert, ai-je demandé. Le mari de sa collègue m'a appelé. Apparemment, elle lui avait avoué, et il pensait que je méritais de savoir. Marcus n'avait aucune idée que je savais jusqu'à ce que j'arrive à son bureau avec toutes ses affaires dans des cartons. Quand il était environ 12h45, j'ai dit, « Catherine, si tu es sûre d'être prête à faire ça, il est peut-être temps pour toi d'aller dans la chambre. »« Je suis prête, » a-t-elle dit joyeusement. Nous avons trouvé quelle serait notre ligne. Puis elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. « Ça va faire mal, Mike. Elle a fait partie de ta vie pendant longtemps. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, mais je ferai de mon mieux. Je te le promets. » Et avec un sourire, elle a disparu dans ma chambre, laissant la porte légèrement entr'ouverte. J'ai souri en rangeant la vaisselle et en attendant l'arrivée de Jennifer. C'était une très agréable surprise de voir Catherine et non une inconnue. À 12h58, la sonnette a retenti et j'ai essayé de me préparer à ce qui allait arriver. Jennifer a souri courageusement. Elle avait l'air effrayée mais belle à la fois. Elle portait une tenue que je savais que j'aimais, était maquillée et semblait avoir une nouvelle coiffure. « Salut, Mike » a-t-elle dit doucement, comme si elle avait l'intention de me serrer dans ses bras. Je reculai rapidement, cependant,
l'invitant à entrer. « Salut, Jennifer » ai-je dit doucement. « Voudrais-tu quelque chose à boire ?» J'ai gesticulé un instant dans la cuisine, lui prenant des sodas et à moi-même. J'étais frustré par la rapidité de mon rythme cardiaque, à quel point j'étais pris dans le mélange d'amour et de rage en moi. Je savais que je devais me calmer et trouver un moyen de gérer cela. Quand nous nous sommes assis, elle s'est penchée sur la table, me regardant avec un air implorant, et a essayé de prendre mes mains, mais je les ai gardées de mon côté de la table. « D'accord, Jennifer, tu es là, et je vais t'écouter, même si je ne pense pas que tu le mérites. » Elle a pris une profonde inspiration. « Mon chéri, je suis tellement désolé. J'ai mal agi. Terriblement mal agi. Et je sais que je t'ai tellement blessé. J'étais si égoïste, si aveugle et stupide. J'ai juste... » « D'accord, ça suffit, ai-je dit, l'interrompant et levant la main. « Je ne veux pas entendre à quel point tu es désolé, à quel point tu m'aimes, que c'était une erreur, que je n'y étais pour rien, que c'était juste physique. Tu comprends? Ne me prends pas pour un idiot. Tu as eu des liaisons avec d'autres hommes. Beaucoup, beaucoup d'hommes derrière mon dos pendant des années. Ai-je raison? » Choquée par ma fureur, elle a hoché la tête avec hésitation. « Mais chérie, je... » « Te souviens-tu de nos vœux de mariage » ai-je demandé agressivement à nouveau, ne la laissant pas finir. « Renoncer à tous les autres. Te souviens-tu d'avoir accepté cela, Jennifer ?» Elle a hoché la tête à nouveau, son visage pâle. Elle ne semblait pas s'être attendue à ce que notre conversation prenne cette tournure, bien que je ne puisse imaginer pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle pensait que j'allais dire, bon sang? Pas de problème, chérie. D'accord. Nous nous sommes jurés fidélité pour la vie. Et puis à un moment donné, tu as décidé, ah, tant pis. Et tu as commencé à avoir des liaisons avec n'importe qui. Dis-moi, Jennifer, combien d'hommes y a-t-il eu? Je ne sais pas, mon chéri. 10, 20, 50? C'était, je ne sais pas, probablement 20. Elle avait l'air très préoccupée. Combien de fois m'as-tu trahi? Je me suis assis et j'ai attendu, réalisant que je respirais fort. Mon visage était probablement rouge aussi. Je ne sais pas, mon chéri. Elle m'a regardé, espérant de la sympathie. Ses yeux commençaient à s'humidifier. Allez, Jennifer. Fais le calcul. Je ne suis pas pressé. Je pense que c'est probablement environ 200. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard furieux. D'accord, appelons ça 200. C'est un joli chiffre rond. Dis-moi combien de ces fois ont eu lieu dans notre maison, dans notre lit conjugal. J'ai presque hurlé, dit-elle très doucement. Je ne sais pas, Mike, peut-être 30. Il y eut un silence. Alors, maintenant que nous avons clarifié cela, que nous savons exactement de quoi nous parlons. S'il te plaît, n'hésite pas à t'expliquer, Jennifer. S'il te plaît, dis-moi pourquoi, après ce que tu as fait, je devrais perdre mon temps à être dans la même pièce que toi. Parce que je t'aime, Mike. Tu es le seul homme que... Elle pleurait déjà, sanglotant entre les mots. Le seul homme que j'ai jamais aimé. Tu représentes tout pour moi. Je l'ai laissé parler, pleurer et me supplier au sujet de son amour pour moi. Comment elle était égoïste et avait fait une terrible erreur. Elle pensait que je ne saurais jamais qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Comme si, ne pas vouloir me faire de mal, était acceptable. C'était exactement comme je l'avais prédit. Pas un seul mot qu'elle a prononcé n'avait d'autre signification que la conviction qu'elle était une personne infiniment plus narcissique et égoïste que je ne l'avais réalisé auparavant. Au bout d'un moment, je ne l'écoutais plus. Sa voix est devenue un bruit de fond pour mes propres pensées tristes sur les années que j'avais investies. Investies dans notre relation. Les rêves de notre vieillesse ensemble. La rage en moi se mêlait à la tristesse. Quel gâchis! Et je réalisais que je ne saurais jamais pourquoi elle avait fait ça. Elle ne semblait pas le savoir elle-même. Elle ne pouvait me donner aucune raison qui ait du sens pour moi, à part un égoïsme pur, presque pathologique. Je levai la tête. Il était 2h05 à l'horloge de la cuisine et je ne savais pas combien de temps je pourrais ou voudrais encore supporter. Je crois que nous en avons fini ici, Jennifer. Je n'ai plus rien à dire. Jennifer se remit à pleurer, mais Mike, je ne peux pas y croire. Il y eut un bruit derrière nous, venant de ma chambre,
et nous nous tournâmes tous les deux pour regarder. Ma mâchoire tomba, et j'entendis vaguement Jennifer halter. « Chérie, tu as dit que tu en aurais fini avec elle dans 1 heure. Quand reviens-tu au lit ?» C'était Catherine qui parlait d'une voix basse et détendue. Je me retournai pour regarder Jennifer, qui était figée sur sa chaise, abasourdie. Son visage était pâle, et elle semblait s'être en quelque sorte rétractée sur elle-même, comme si elle était devenue plus petite et plus vieille en quelques instants. Elle commença à secouer la tête de gauche à droite, répétant « Non, non, encore et encore ». Je me levai. « Catherine a raison, Jennifer, dis-je. J'avais dit que je te donnerais 1 heure et, comme tu peux le voir, je suis un peu occupé de toute façon. Je serai de retour dans quelques minutes. » Je lui souris froidement, la regardant lutter pour se lever. « Mike » commença Jennifer, mais elle s'arrêta. Elle regarda à nouveau Catherine, puis moi. « Je ne savais pas que tu... » Sa voix se brisa et elle me fixa, figée, puis sans un mot de plus, elle se leva en pleurant silencieusement, se dirigea vers la porte de l'appartement, l'ouvrit et disparut dans le couloir, et je fermai la porte, puis me retournai et regardai Catherine. « Catherine, dis-je presque avec respect. Tu es la femme la plus incroyablement belle que j'ai jamais vue de ma vie. » Elle sourit, baissant légèrement la tête. « Merci, Mike. » Je pouvais voir ses yeux embués, comme si elle était sur le point de pleurer. « Tu l'as détruite, dis-je. » Elle savait qu'elle était dépassée. « Merci beaucoup. » Tandis que je continuais à la fixer, je pouvais à peine parler. Jennifer avait pratiquement disparu de mes pensées. « Ça m'a aidé aussi, tu sais, dit-elle doucement, comme si j'avais ma revanche sur Marcus. « Je suis content, dis-je. Et puis, je suis désolé. Je ne peux juste pas m'arrêter de regarder. Tu veux retourner là-dedans et te changer. » Elle me regarda et quelque chose changea dans ses yeux. « En fait, dit-elle. Je me demandais si tu pouvais m'aider avec ça. J'ai parfois du mal à enlever ce truc. » Elle rit de mon expression surprise. « Je suis sérieuse, Mike. Ça semble juste. Comme la prochaine chose qui doit arriver ici pour nous deux. » Être avec Catherine était comme un miracle, comme un rêve, seulement très réel. Après un certain temps passé ensemble, elle mentionna qu'elle devait partir et commença à sortir du lit. Je commençai à me lever, mais elle me repoussa doucement. « Non, ça va, Mike. Repose-toi. Je ne savais pas que ça allait arriver, au cas où tu te poserais la question, me dit-elle. Mais après t'avoir entendu lors de sa discussion, j'ai décidé que je le voulais. J'ai décidé que c'était la bonne chose à faire. Merci, Catherine. C'est la chose la plus aimante, la plus généreuse et la plus belle que quiconque ait jamais faite pour moi. » Souriante, elle répondit, « Je l'ai fait pour moi aussi, Mike. Et tu m'as fait beaucoup de bien, et pas seulement pour mon ego. » Et sur ces mots, elle m'embrassa à nouveau, dit « Non, ne te lève pas encore », et disparut de l'appartement. Je dormis plusieurs heures. Épuisé par la confrontation avec Jennifer et l'expérience extraordinaire avec Catherine, je me réveillai vers 5 heures et errai sans but dans l'appartement. Rangeant des choses, un peu hébété et pensif. Soudain, sans me permettre de réfléchir à la raison. N'habilité discutable de mes actions, je trouvai le numéro de Catherine et l'appelai. « Salut, c'est Mike, dis-je, soudain nerveux. »« Salut, Mike, dit-elle, et j'entendis le sourire dans sa voix. »« J'espère que ce n'était pas trop bizarre pour toi, dis-je, ne sachant où me mettre. Tu as été si gentille, et j'avais juste besoin de te remercier encore et de te dire à quel point tu es spécial. »« Ce n'était pas bizarre pour moi du tout, dit-elle. Juste surprenant. Je ne suis pas d'habitude aussi spontané. Eh bien, je suppose que ce que je veux dire, c'est te faire savoir que je ne suis pas quelqu'un qui fait ça tout le temps. Qui saute simplement au lit avec des hommes comme ça. Je n'aurais jamais cru. Je pouvais dire que c'était spécial. » Je terminai sans conviction. « Écoute, dis-je en me penchant en avant. Voudrais-tu dîner avec moi ce soir? Il y a tant de grands restaurants à Chicago que je n'ai jamais essayé, et j'adorerais t'emmener dans l'un d'eux. » Il y eut une courte pause, et j'attendis, soudain saisi de terreur. Après les 5 secondes les plus longues de ma vie, elle répondit, « Oui, en fait, ce serait vraiment sympa, Mike. J'adorerais. » Nous parlâmes un peu du type de cuisine, du restaurant, de quand et où je la prendrais. Il semblait que ça allait vraiment arriver, et je sentais tout mon corps sourire. Puis elle dit, « Mike,
après le dîner, est-ce que ça irait? Est-ce que ça te dérange si je viens et reste avec toi ce soir? J'avais invité Rob et Sarah à plusieurs reprises, mais il fallut attendre encore 3 semaines avant qu'ils ne trouvent un week-end libre pour venir me rendre visite à Chicago. Ils logeaient dans un bel hôtel du centre-ville et me laissèrent leur montrer le lac, le musée, le Wrigley Field, que Rob voulait désespérément voir. Samedi soir, nous prenions un verre au bar de l'hôtel Fairmont en attendant une table pour dîner. Je leur racontais quelques détails de ma dernière conversation avec Jennifer. Non pas qu'ils n'aient pas entendu la plupart de l'histoire au téléphone, mais nous apprécions tous ma narration. Soudain, une main se posa sur mon épaule. Je sursautai, souris à la plus belle paire d'yeux verts que j'ai jamais vue. Embrassai Catherine et dis, Sarah et Rob, voici Catherine Reynolds. Catherine, voici Sarah et Rob Mitchell. Ils se saluèrent tandis que j'aidai Catherine à s'asseoir et commandai sa boisson. Nous commençâmes à tenir une conversation polie, mais je remarquai que Rob était silencieux, ne faisant que regarder Catherine. Après quelques minutes, il m'interrompit au milieu d'une histoire. Il fit un geste vers Catherine et dit, « Mon Dieu, Mike, tu es retombé sur tes pattes pour une fois. » Nous rîmes tous. Et heureusement, personne ne rit plus fort que Sarah. Elle savait qu'elle n'était pas aussi belle que Catherine, mais elle savait aussi que Rob l'adorait, et son admiration pour Catherine ne la dérangeait pas du tout. Alors que nous marchions vers le dîner et que les deux femmes marchaient quelques pas devant nous, Rob me dit doucement, « Est-ce que vous deux, vous sortez vraiment ensemble, tu sais ?» J'acquiesçai. Jusqu'ici tout va bien. À vrai dire, j'ai du mal à le croire moi-même. Et elle n'est pas seulement belle. Elle est le package complet. Généreuse, drôle, affectueuse. Rob avait déjà entendu une partie de l'histoire, notamment que Catherine avait également été trahie par son ex-fiancé. Il dit, « Eh bien, je suppose que votre expérience partagée a été une sorte de bonne fortune. » Presque comme si quelque chose de bon était sorti de quelque chose de terrible. Je ne sais pas, dis-je, je pense que c'est plutôt que nous avons tous les deux été arnaqués par des gens égoïstes et qu'en quelque sorte, cela nous a aidés à nous comprendre. Peu importe, dit-il. Il posa sa main sur mon épaule. Je suis vraiment content pour toi, Mike. Les choses semblent très bien se passer. Plus que bien. Je lui souris tandis que nous nous dirigions vers notre table derrière deux femmes charmantes qui bavardaient ensemble. Je vis le rêve, mon pote. Au cours des mois suivants, Catherine et moi nous sommes rapprochés. Nous avions tous les deux traversé l'enfer avec des partenaires infidèles, et il y avait quelque chose de curatif à être avec quelqu'un qui comprenait ce genre particulier de trahison sans avoir besoin d'explications. David et moi avions progressivement reconstruit notre amitié, bien que cela ait demandé un temps et des efforts considérables de notre part à tous les deux. Nous avions eu plusieurs longues conversations où il avait exprimé son véritable remords, et j'avais fini par comprendre que Jennifer avait été remarquablement convaincante dans sa tromperie. Le processus de guérison fut lent, mais David prouva son engagement à réparer ses torts par ses actions, pas seulement par des mots. Il sortait maintenant avec une enseignante nommée Amy, qui n'avait jamais entendu parler de jeux de ce genre. Et qui trouva toute l'histoire horrible lorsque David lui raconta enfin son erreur passée. « Tu sais ce qui est étrange ?» me dit David un soir alors que nous buvions des bières après un match des Rockies, environ 8 mois après que tout cela soit arrivé. Jennifer m'a appelé au travail la semaine dernière. Quoi? J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Oui, elle est retournée à Denver. Apparemment, elle loge chez sa sœur à Lakewood maintenant. Tu te souviens de celle qui vit dans cette banlieue à l'ouest de la ville? Elle voulait savoir si j'avais eu de tes nouvelles, si je savais comment tu allais. Je lui ai dit que je ne t'avais pas parlé depuis que tout était arrivé. Il marqua une pause. Je veux dire, techniquement, c'était vrai jusqu'à ce soir. Je secouai la tête. Jésus, comment sonnait-elle? Désespérée, vraiment désespérée. Elle n'arrêtait pas de me demander si je pensais que tu la pardonnerais un jour, si je pensais qu'il y avait une chance. Je lui ai juste dit que je ne savais pas et qu'elle devrait probablement te laisser tranquille. Catherine et moi vivions ensemble depuis 8 mois lorsque les papiers de divorce furent enfin prêts à être déposés. Jennifer avait tenté à plusieurs reprises de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, mais j'avais clairement fait savoir par Frank que toute communication devait passer par des avocats. Les procédures légales avançaient plus lentement que je ne l'avais espéré. Le divorce au Colorado exigeait une période d'attente de 90 jours et plusieurs étapes procédurales qui ne pouvaient être précipitées, mais finalement tout fut finalisé. Un soir, alors que Catherine et moi préparions le dîner ensemble dans notre appartement, elle dit, « Tu sais,
je n'ai jamais vraiment remercié Jennifer. Je haussai un sourcil en coupant des légumes. Pourquoi? Pour avoir été un désastre si spectaculaire qu'elle t'a directement conduit dans mes bras. Je ris. C'est probablement la seule chose pour laquelle je lui serai jamais reconnaissant. Catherine m'avait raconté davantage sur Marcus au fil des mois. Il l'avait trompé avec une collègue pendant près d'un an avant que Catherine ne le découvre. Contrairement aux jeux élaborés de Jennifer, Marcus avait simplement été un tricheur ordinaire qui pensait ne pas se faire prendre. La différence, Catherine l'avait dit un soir alors que nous parlions de nos trahisons respectives, c'est que Marcus était juste faible et égoïste. Mais Jennifer, ce qu'elle a fait était calculé. Elle a créé tout un système élaboré pour manipuler plusieurs personnes, ce qui demande une intelligence cruelle particulière. Mon téléphone vibra avec un SMS de David. Les Rockies ont gagné ce soir. Tu manques quelque chose de bien à Chicago. Je montrai le SMS à Catherine. Ça te dérange si je le rappelle? Il a pris son courage à deux mains pour présenter Amy à plus de monde et je pense qu'il aurait besoin d'encouragement. Bien sûr, dit-elle, je rencontre Sarah pour un café de toute façon. Elle vient de Denver pour son club de lecture. Sarah était devenue l'une des amies les plus proches de Catherine, quelque chose qui nous avait tous surpris. Elle s'était liée initialement autour de ce que Sarah appelait en plaisantant la réhabilitation des hommes émotionnellement traumatisés. Mais leur amitié avait bien dépassé cette expérience partagée. Tu sais ce que j'ai réalisé, dis-je en tirant Catherine plus près d'elle alors qu'elle s'apprêtait à partir. Il y a 1 an et demi, je pensais que découvrir la vérité sur quelqu'un était la pire chose qui puisse arriver. Mais parfois la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous libère pour trouver quelque chose de bien meilleur. Elle m'embrassa doucement. Parfois la vérité fait tellement mal qu'on pense ne jamais s'en remettre. Mais parfois, si on a vraiment de la chance, elle vous mène exactement là où vous devez être. Alors qu'elle partait pour son rendez-vous café avec Sarah, je me tournai vers la fenêtre donnant sur le centre-ville de Chicago. La ville s'étendait en contrebas, pleine de possibilités que je n'avais jamais imaginées lorsque j'étais marié à Jennifer. Mon téléphone sonna, David rappelait. Mais juste un instant, je le laissai aller sur la messagerie vocale. J'avais appris qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un tant qu'on ne l'a pas vu sous pression. Tant qu'on ne voit pas ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne les regarde. Jennifer m'avait montré qui elle était vraiment, et cela m'avait presque détruit. Mais Catherine m'avait aussi montré qui elle était. Généreuse, courageuse et prête à prendre des risques pour les bonnes raisons. La différence, pensais-je, n'était pas seulement dans leurs actions. Elle était dans leur cœur. Les tromperies élaborées de Jennifer venaient d'un lieu d'égoïsme et d'un sentiment de droit. La volonté de Catherine d'aider une quasi-inconnue venait de l'empathie et de sa propre sagesse d'Urem. NT acquise sur la trahison. Pour la première fois depuis très longtemps, je faisais confiance à ma capacité à faire la différence. Le téléphone cessa de sonner, puis recommença. Je souris et décrochai. Mike Thompson. Salut mec, tu as vu le match? La voix de David était excitée. Amy et moi l'avons regardé chez elle. Elle comprend le baseball mieux que moi en fait. Je crois que je suis amoureux. Nous parlâmes un moment de la relation naissante de David, de la saison surprenante des Rockies, et de combien la vie pouvait être étrange. Après avoir raccroché, je me suis rassis dans mon fauteuil et j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Il y a 1 an et demi, je vivais un mensonge sans le savoir. Maintenant, je vivais la vérité, aussi compliquée qu'elle puisse être. Catherine et moi n'étions pas parfaits. Nous portions tous deux des cicatrices de nos relations passées, mais nous étions honnêtes l'un envers l'autre d'une manière que je n'avais jamais pu l'être avec Jennifer. Le divorce était maintenant définitif. Jennifer avait tout accepté sans contestation, espérant probablement que la coopération pourrait d'une manière ou d'une autre ouvrir une porte à la réconciliation. Mais cette porte s'était fermée au moment où j'avais découvert son jeu. Certaines trahisons, j'avais appris, ne peuvent tout simplement pas être pardonnées. Non pas parce que le pardon est impossible, mais parce que la confiance nécessaire au fonctionnement d'une relation a été si profondément détruite que la reconstruire est inutile. Catherine rentra à la maison 2 heures plus tard, riant de quelque chose que Sarah lui avait raconté. Tu sais, dit-elle en s'installant sur le canapé à côté de moi, Sarah a mentionné que Jennifer a encore posé des questions sur toi par l'intermédiaire d'amis communs. Quel genre de questions? Le genre habituel. Comment tu vas, si tu vois quelqu'un, si tu as l'air heureux. Sarah a dit à son amie de dire à Jennifer que tu allais très bien et qu'elle devrait se concentrer sur sa propre vie.
J'acquiesçai. Bon conseil. Il y a autre chose, dit Catherine, son ton devenant plus sérieux. Sarah a appris de quelqu'un de Rocky Mountain presque Jennifer parlait de déménager à nouveau de Denver. Peut-être retourner à l'Est, recommencer à zéro quelque part de nouveau, probablement pour le mieux. Pour le bien de tout le monde, dis-je. Catherine se blottit contre moi. Est-ce que ça te manque parfois? Le mariage? Je veux dire, pas elle spécifiquement, mais l'idée de ce que tu pensais avoir. Je considérais la question attentivement. Parfois, mais surtout la personne que je pensais qu'elle était, pas la personne qu'elle s'est avérée être. Et honnêtement, sachant ce que je sais maintenant sur ce que l'on ressent avec une vraie confiance, je lui serrai la main. Je ne reviendrai pas en arrière même si je le pouvais. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, Catherine mentionna que Global Resources l'envoyait à une conférence à Seattle le mois suivant. « Tu veux venir avec moi » demanda-t-elle. « On pourrait en faire un long week-end. »« J'adorerais, » dis-je. « Mais cela ne compliquera-t-il pas les choses au travail ?» Nous voyager ensemble. Catherine rit. Mike. Tout le monde au bureau a compris que nous étions ensemble il y a des mois. Pat fait des blagues à ce sujet toutes les semaines. Et comme nous sommes dans des départements différents, les RH s'en moquent. Alors que nous nous installions dans le lit, je réfléchissais à quel point tout cela semblait naturel. Avec Jennifer, même dans les bons moments, il y avait toujours eu un courant sous-jacent de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Le sentiment qu'elle jouait un rôle plutôt que d'être simplement elle-même. Avec Catherine, tout semblait authentique, même nos désaccords. « Catherine, dis-je dans l'obscurité, penses-tu que nous nous serions trouvés si nous n'avions pas traversé ce que nous avons traversé ?»« Je ne sais pas, » dit-elle pensivement. « Peut-être, mais je pense que ce que nous avons traversé nous a appris à reconnaître l'authenticité quand nous la voyons et à la valoriser. » Elle avait raison. La trahison de Jennifer avait été dévastatrice, mais elle m'avait aussi appris quelque chose de précieux sur la différence entre l'amour et la manipulation, entre l'affection sincère et la performance. C'étaient des leçons durement acquises, mais elles avaient fait de moi un meilleur juge du caractère et, je l'espérais, un meilleur partenaire. 10 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau chez Global Resources, parcourant les rapports trimestriels et pensant aux 2 ans et demi qui s'étaient écoulés depuis cette première conversation avec David au bar. Le divorce était depuis longtemps finalisé. Jennifer avait effectivement déménagé à Portland, selon Sarah, et travaillait apparemment dans une librairie indépendante et essayait de se réinventer. Quoi que la signifie, David et Amy s'étaient fiancés le mois précédent, et il m'avait demandé d'être son témoin. Je sais que c'est compliqué, avait-il dit, étant donné tout ce qui s'est passé, mais tu es l'un de mes amis les plus proches et je ne peux pas imaginer me marier sans toi. J'avais dit oui sans hésitation. David avait fait une terrible erreur, mais il l'avait entièrement reconnu et avait fait tout son possible pour se racheter. Plus important encore, il en avait tiré des leçons. En le regardant avec Amy, je pouvais voir qu'il était une personne différente, plus réfléchie, plus prudent avec la confiance, plus reconnaissant de l'amour authentique quand il le trouvait. Catherine frappa à la porte de mon bureau et jeta un coup d'œil. « Déjeuner » demanda-t-elle. « Absolument » dis-je, sauvegardant mon travail et me levant. Alors que nous marchions vers notre restaurant thaïlandais préféré à quelques pâtés de maison, elle dit, « J'ai pensé à quelque chose. » Qu'en est-il de nous? De l'avenir. Elle marqua une pause. À propos de peut-être prendre un endroit ensemble qui soit réellement le nôtre au lieu de juste ton appartement où j'ai emménagé. Je m'arrêtai de marcher et me tournai pour la regarder. Tu me demandes d'emménager officiellement avec toi. Elle rit. Je pense que je te demande d'emménager officiellement avec nous. Complètement. Un nouvel endroit. Nos 2 noms sur le bail. Tout ça. Je l'embrassai là, sur le trottoir. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Ce soir-là, alors que nous parcourions les annonces d'appartements en ligne, je m'émerveillais de la différence de ressenti par rapport à toute planification domestique que j'avais jamais faite avec Jennifer. Avec Jennifer, il y avait toujours eu un élément de négociation, de manipulation subtile, d'elle essayant d'obtenir ce qu'elle voulait tout en me faisant croire que c'était mon idée. Avec Catherine, nous parlions simplement de ce que nous voulions tous les deux et trouvions comment le faire fonctionner. Tu sais, dis-je alors que nous mettions en favori un prometteur appartement de 2 chambres à Lincoln Park, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui est arrivé. Catherine leva les yeux de son ordinateur portable. Vraiment? Vraiment?
Pas pour la douleur, évidemment, mais pour là où cela a mené. Si Jennifer n'avait pas été qui elle était, je n'aurais jamais fini à Chicago. Je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais appris ce que c'est que d'être avec quelqu'un de complètement honnête. Elle sourit. Même si je suis complètement honnête sur à quel point tu es terrible pour charger le lave-vaisselle. Surtout alors, dis-je, et nous rîmes tous les deux. Plus tard cette nuit-là, après avoir programmé 3 visites d'appartement pour le week-end, je restais au lit, pensant au chemin étrange et tortueux qui m'avait mené ici. La trahison de Jennifer avait semblé être la fin du monde à l'époque. Maintenant, cela ressemblait plus au début d'un monde différent, meilleur, bâti sur la vérité au lieu de l'illusion, sur le respect mutuel au lieu de la manipulation. J'avais appris que certaines trahisons sont si fondamentales qu'elles ne peuvent être surmontées. Mais j'avais aussi appris que survivre à une telle trahison peut vous apprendre des choses sur vous-même et sur l'amour que vous n'auriez peut-être jamais découvertes autrement. Cela peut vous enseigner la différence entre la véritable intimité et sa contrefaçon, entre un partenariat authentique et une performance élaborée. La vérité, comme Catherine l'avait dit des mois auparavant, peut vous mener exactement là où vous devez être. Mon téléphone vibra avec un SMS. Pendant une fraction de seconde, mon cœur bondit. Même maintenant, des messages inattendus pouvaient déclencher une brève crainte que ce ne soit Jennifer, mais c'était juste David. Amy a dit oui pour la date du mariage en octobre. J'espère que tu pourras toujours être mon témoin. Je lui répondis par SMS. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Alors que je m'endormais à côté de Catherine, je pensais au mariage de David, à l'appartement que nous allions visiter demain, à la vie que nous construisions ensemble. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue il y a 3 ans, mais elle était honnête d'une manière que mon ancienne vie n'avait jamais été, et j'avais appris que cela faisait toute la différence.